Vous êtes à l'écoute de l'ORTM. Merci de nous rejoindre. Il est 7 heures à Kangaba, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Augmenter la production d'engrais organiques de 57 000 tonnes à 92 000 sur un an. Voilà ce que prévoit le programme Agriculture saine et durable de l'USAID qui a été lancé hier. Le programme permettra aussi d'élargir le réseau de distribution d'engrais. La digitalisation en marche au niveau du ministère des Maliens établi à l'extérieur et l'intégration africaine, une situation qui profite à nos compatriotes vivant à l'extérieur. Le ministre en charge des Maliens de l'extérieur a exprimé toute sa gratitude au président de la transition pour cette avancée. Les ministres en charge de la promotion de la femme travaillent à faire de la femme un acteur important du développement économique et social de notre espace. Réunis hier à Bamako, ils entendent mettre en œuvre résolutions et conventions, protocoles pour les droits de la femme. En sport, l'actualité est dominée par les playoffs du championnat national de basketball. Le handball jouera ses finales du championnat national, ce sera ce week-end. Enfin, la chronique du développement aborde aujourd'hui la question de la problématique de l'industrialisation de l'Afrique en général, mais des pays de l'AES en particulier. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Le lancement hier à Bamako du programme Agriculture saine et durable de l'USAID. Ce programme prévoit l'augmentation de la production d'engrais organiques de 57 000 tonnes à 92 000 sur un an. Il permettra également d'élargir le réseau de distribution d'engrais. Le nouveau programme est financé à plus d'1 milliard de francs CFA par le gouvernement américain. La cérémonie était présidée par le ministre de l'Agriculture. Le reportage est signé Seydou Traoré. Le programme Agriculture saine et durable vient pour booster la productivité agricole au Mali. En chiffres et sur l'ensemble du territoire national, le programme prévoit d'autonomiser 4 000 producteurs agricoles, dont 60% de femmes et 30% de jeunes. En une année, le projet planifie d'augmenter la production d'engrais organiques à hauteur de 92 000 tonnes contre 57 478 tonnes, sans oublier les 95 nouveaux distributeurs d'engrais qui seront installé. Bernard Laguerre, directeur général de la société Éléphant Vert. Aujourd'hui, on veut distribuer de Caille à Gao, que tout le monde ait le produit disponible au même prix. La deuxième chose, c'est que l'on veut faire de la chaîne de valeur avec des paysans et on a un objectif. Et le troisième point, c'est qu'on souhaite augmenter le volume de production des engrais organiques au Mali et on a un projet d'ouvrir 3 nouvelles usines. Les sociétés Éléphant Vert et Faso Kaba sont chargées de l'exécution du dit programme. Il est soutenu financièrement par le gouvernement américain pour aider le Mali à asseoir une sécurité alimentaire, gage d'un développement durable. Rachna Kourenen, l'ambassadrice des États-Unis au Mali. Le gouvernement américain, partenaire historique du Mali, soutient activement le pays dans sa recherche des systèmes alimentaires robustes. Aujourd'hui, nous marquons une avancée importante avec le lancement du projet d'agriculture saine et durable de l'USAID Mali. Ce projet est un palliatif pour résoudre les contraintes liées à la distribution d'engrais. Daniel Simon Kelema, ministre de l'Agriculture. Je voudrais exprimer à l'endroit de l'USAID la gratitude et la reconnaissance du gouvernement du Mali pour avoir bien voulu assurer à hauteur de 2 millions de dollars, environ 1 milliard 200 millions de francs CFA, le financement du programme Agriculture saine et durable. Ce programme vise à réduire les importations de fertilisants d'une part et d'autre part à accroître la productivité agricole dans la perspective de stimuler l'économie locale et atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Mali. Le programme Agriculture saine et durable au Mali est un vecteur important pour le secteur agricole qui emploie environ 80% de la population active et contribue à hauteur de 35% à la formation du produit intérieur brut du pays, selon le ministère de l'Agriculture. Sur un autre plan, annoncé le 22 juin dernier à Sikasso par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, la digitalisation de l'administration est une réalité
au ministère des Maliens établis à l'extérieur de l'intégration africaine. La dématérialisation de l'administration, très attendue par les compatriotes établis à l'extérieur, est plus que jamais bénéfique. C'est là en termes de temps, de moyens et d'accessibilité. Cette décision est saluée par le premier responsable du département, Moussa Ataher, invite les Maliens établis à l'extérieur à faire la digitalisation de l'administration pour leur développement. Pour plus de détails, écoutons un extrait de l'interview du ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Moussa Ataher est au micro de Abdul Karim Kaba. Cette décision importante que le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a annoncé en juin dernier, est une des réformes les plus importantes jamais entreprises au sein de notre administration. C'est l'occasion pour moi de saluer ce leadership qui nous a amené à ce que chaque département s'investisse pour voir dans quel cadre cette digitalisation peut être mise à disposition du secteur de chacun des ministères. Cette digitalisation elle a pour principal objectif de garantir la fiabilité, la simplicité et l'adaptabilité des services publics aux besoins des citoyens. À cet égard-là, le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine n'est pas en marge. Comme vous le savez, nos compatriotes qui vivent à l'extérieur font partie de ceux qui souffrent le plus des démarches et tracasseries administratives diverses. Parce que, étant très loin du pays, la plupart des démarches qu'ils doivent entreprendre quand qu'il s'agisse de création d'entreprises ou de soumission à un marché public ou l'obtention de documents d'état civil et autres, ils rencontrent beaucoup de difficultés. Parfois, ils sont obligés de venir jusqu'au Mali juste pour faire une démarche et retourner. Calculer les manques à gagner pour ces citoyens qui quittent les États-Unis, qui viennent jusqu'à Bamako, qui prennent un billet d'avion juste pour faire un document administratif et repartir. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres pour vous dire que les Maliens de l'extérieur feront partie des meilleurs bénéficiaires de cette digitalisation de notre administration. Je voudrais lancer un appel à tous nos compatriotes de la diaspora qui vivent à l'extérieur pour les inviter à s'intéresser à cette nouvelle dynamique de digitalisation de notre administration qui vient d'être lancée par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Cette digitalisation, à mes yeux, bénéficie tout d'abord aux Maliens de l'extérieur qui ne sont pas sur place et qui n'ont pas la capacité de se lever quand ils veulent et d'aller taper à la porte de n'importe quelle administration pour accéder aux services dont il a besoin. Pour pouvoir, à distance, accéder aux services de l'administration à travers cette digitalisation est une grande chance aujourd'hui pour nos compatriotes qui vivent à l'extérieur. Je vous invite donc, chers compatriotes, à suivre de près l'ensemble des plateformes qui sont en train d'être créées par les différents départements sectoriels, à vous engager pleinement dans l'utilisation de ces plateformes et dans l'accès aux services de l'État à travers la digitalisation. AES Actualité. Faire de la femme un acteur de premier plan du développement économique et social de la Confédération AES, telle est la vision des ministres en charge de la promotion de la femme et de la Confédération des États du Sahel réunis hier à Bamako. Ils sont déterminés à mettre en œuvre les résolutions, conventions, traités, protocoles et accords internationaux, régionaux et sous-régionaux relatifs aux droits de la femme, de l'enfant et de la famille, auxquels ils ont fait hier après-midi une déclaration commune. Elle est lue ici par la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Dr Coulibaly Mariam Maïga, des propos recueillis par Barakissa Ouattara. Nous, ministre en charge de la promotion de la femme et du genre, de la Confédération des États du Sahel, résolus à contribuer à la refondation de nos États en se basant sur nos valeurs historiques et socio-culturelles pour l'émergence d'un type nouveau de citoyens et pour la promotion d'une gouvernance vertueuse
au service des intérêts exclusifs de nos populations, avons décidé de mettre en place un cadre de concertation et d'échange des ministres en charge de la promotion de la femme et du genre de la Confédération des États du Sahel en vue de mener des réflexions, prendre des initiatives et actions de développement économique, social, culturel, environnemental, tenant compte de l'égalité du genre, de l'autonomisation et de la participation des femmes dans toutes les sphères de la vie sociale. D'accompagner la création d'une plateforme des organisations fêtières des femmes de la Confédération des États du Sahel en vue de réaliser des activités communes pour une plus grande participation des femmes dans la mise en œuvre de la vision des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Des magasins mobiles du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation pour apporter une réponse efficace et rapide à la crise humanitaire au Burkina Faso. Les régions de la boucle du Moon, du centre-est, du sud-ouest et des Cascades sont les bénéficiaires de ces magasins. La remise officielle a été faite à Bamfoura par le ministre en charge de l'action humanitaire. Chaque magasin a une capacité de 350 tonnes de stock d'urgence. La correspondance de Fidèle Sour de Radio Burkina. Dans le cadre d'une réponse efficace et rapide à la crise humanitaire au Burkina Faso, 4 magasins de dernière génération en acier trempé, solide et résistant aux intempéries d'une capacité de 350 tonnes chacun sont désormais opérationnels à Bamfoura, Dédougou, Tinkodogo et Gawa. La réalisation de ces infrastructures a été effective grâce à l'accompagnement des partenaires du ministère en charge de l'action humanitaire. Abdoulaye Diallo, responsable du service logistique PAM. Le rôle du PAM dans le pays, c'est d'apporter une assistance au gouvernement et c'est dans le cadre de cette réponse-là que le PAM a soutenu les efforts et la demande du gouvernement à travers le SP Konasu. Ce projet-là a été possible grâce au financement de la Banque mondiale. Les régions bénéficiaires n'ont pas marchandé leur satisfaction. Badaboué Bazier, gouverneur des Cascades, est leur porte-parole. Je voudrais, au nom des 3 autres régions sœurs, remercier Madame la ministre en charge de la solidarité pour nous avoir fait réaliser, construire, sinon pour avoir satisfait les expressions de besoin. Aujourd'hui, nous sommes fiers de recevoir ces joyaux-là pour renforcer nos capacités et être à mesure de réagir promptement en cas de besoin. Pour Nandi Somé, ministre en charge de l'action humanitaire, c'est un pas dans l'expression des besoins des bénéficiaires. Notre dispositif de prévention et de gestion des catastrophes et des crises humanitaires procède au ravitaillement des différentes localités qui sont dans le besoin de façon directe à partir de Ouaga. Vu que nous n'avions pas de dispositif de magasin pour prépositionner ces vivres, que nous avions initié ce projet avec l'accompagnement de nos partenaires. Donc nous pouvons dire que nous avions fait un pas dans l'expression des besoins exprimés par les présidents des co-resurs au niveau des régions bénéficiaires. Elle a invité les bénéficiaires à faire une bonne utilisation de ces magasins tout en les rassurant que tout sera mis en œuvre pour leur approvisionnement. Coopération nigéro-tchadienne, la gouvernance de la province de Adjer-Lamis en visite dans la région de Difa était hier au palais du chef de canton où elle a reçu le titre de Magaram, une distinction très honorifique. Abdourahmane Boukari. Par cette visite, il s'est donc agi pour la gouverneure de la province de Adjer-Lamis, présidente en exercice du Forum des gouverneurs des pays du bassin du lac Tchad, en tournée dans la sous-région, de présenter toutes ses civilités au chef de canton de la Komadougou, l'honorable Kazelma Mahamadou Abakari. Visite au cours de laquelle Mme Iljima Abdraman s'est vue attribuer le titre de Magaram de la Cour, un titre spécifiquement réservé à la sœur du chef de canton, faisant d'elle désormais comme membre à part entière du conseil, avec pour mission de conseillère principale du chef de canton sur toutes les questions des femmes, l'honorable Kazelma Mahamadou Abakari, chef de canton de la Komadougou. Cette distinction vient immortaliser votre visite à la cour du chef de canton de la Komadougou. À partir d'aujourd'hui, vous vous sentirez à Difa comme à Massakoli, à Worogu comme à Bokoro, à Kinjaendi comme à Kingi, à Geskeru comme à Arbouchatak, à Bagara comme à Dababa, à Nemo au Niger comme au Tchad. Une occasion donc pour la gouverneure de la province de Adjer-Lamis d'exprimer toute sa reconnaissance face à cette marque de distinction. Nous sommes certes loin l'un de l'autre,
Mais nous sommes dans un monde moderne maintenant. Nous pourrons toujours nous contacter à tout moment. Et si j'ai l'occasion, pourquoi pas venir cette fois-ci en privé en tant que fille de Difa, vous rendre visite. A noter qu'à cette cérémonie qui s'est déroulée dans la pure tradition du canton de la Komadougou, sous le rythme de l'Algaïta et du Gunda, retraçant les prouesses martiales du Kanem Borno, la présence du gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagadoma, qui a en cette heureuse circonstance remercié de vive voix le chef de canton de la Komadougou, l'honorable Kazelama Mahamadou Abakari, pour l'honneur fait à son hôte. Preuve, a-t-il souligné, de l'excellence des liens séculaires d'amitié, de fraternité et de bon voisinage qui unissent le Niger et le Tchad, deux peuples frères unis par l'histoire et la géographie. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières. À Mauritanie, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a prêté serment hier pour un second mandat de 5 ans. Il a promis une lutte sans merci contre la mauvaise gestion et la corruption. La cérémonie d'investiture a eu lieu au palais des congrès de Nouakchott en présence de plusieurs dirigeants et délégations étrangères. Il a été réélu dès le premier tour avec 56,12% des voix lors des élections du 29 juin dernier. Au Nigeria, plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier dans les principales villes du pays pour exiger les meilleures conditions de vie. L'initiative est du mouvement End Bad Governance. En français, mettre fin à la mauvaise gouvernance. Les manifestants se sont d'abord rassemblés à Abuja pour rejoindre Eagle Square, un lieu hautement symbolique au Nigeria où chaque président élu prête serment. Des scènes identiques dans plusieurs États du pays. Plusieurs coalitions d'organisations de la société civile s'activent pour aider à la structuration de ce mouvement né sur les réseaux sociaux. La Russie et les Occidentaux ont échangé hier en Turquie Vinci de leurs ressortissants, dont le journaliste américain Ivan Gershkovich, dans le plus grand accord de libération des prisonniers depuis la fin de la guerre froide. Outre le reporter du Wall Street Journal, détenu donc depuis mars 2023, figure également l'ex-marine Paul Whelan, emprisonné pour espionnage en Russie depuis fin 2018. Les ressortissants russes, dont l'agent présumé Vadim Krasikov, qui était en prison en Allemagne pour l'assassinat d'un séparatiste tchétchène, ont été accueillis hier soir à la sortie de l'avion par le président Vladimir Poutine à Moscou. La page des sports, c'est tout de suite. Basketball, les playoffs du championnat national de première division ont démarré hier et se poursuivent cet après-midi en handball. Championnat national, on connaît depuis hier les finalistes en hommes et dames. Jeux olympiques Paris 2024 en football, les quarts de finale se jouent cet après-midi et 2 pays africains sont encore en course. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tienou. Jeux olympiques Paris 2024 en football, les quarts de finale se jouent aujourd'hui. 2 pays africains sont encore en course. Il s'agit du Maroc et de l'Égypte. Le Maroc affrontera les États-Unis et l'Égypte en découdra avec le Paraguay. Le Maroc jouera à partir de 13h et l'Égypte à 17h. Pour ce qui est de l'athlétisme, les épreuves ont démarré hier et sera jusqu'au 11 août. Toutes les finales d'athlétisme se dérouleront pendant les séances du soir. Et pour la première fois aux Jeux Olympiques, le programme d'athlétisme se terminera par le marathon féminin. Félix Sissoko, le représentant malien, compétira à partir de dimanche. Handball, les finalistes du championnat national sont désormais connus. Chez les dames, l'AS Police affrontera le Sigilicaille et chez les hommes, l'USFAS aura affaire au Sigilicaille. Les différentes équipes se sont qualifiées hier à l'issue des demi-finales. Chez les dames, l'AS Police a battu l'USFAS 28-23. Le Sigilicaille a sorti les salons de sport de l'Afia-Bougou 34-29. À ce qui concerne les hommes, l'USFAS a battu le Morale Kati 28-26 et le Sigilicaille est venu à bout de la commune 6 33-20. Ce vendredi donc sera réservé au match de classement pour déterminer les 3e et 4e classes. Les finales se joueront demain samedi dans la salle du 26 mars. En prélude à ces différentes finales ce matin, la Fédération malienne de handball recevra des équipements de la part d'un de ses partenaires au stade Mamadou Konati. Les finales s'annoncent déjà intéressantes. Basketball, la phase play-off du championnat national a démarré hier. La deuxième journée aura lieu aujourd'hui dans la salle Salamatou Maïga à 16h. En homme, l'AS Police sera face au Salman de Bako et chez la dame, le Salman de Bako affrontera
le Djoliba. Pour ce qui est du football, rappelons que la Confédération africaine de football, à travers une mission d'inspection jeudi, a approuvé les stades de Mamadou Konaté et Baba Traoré de Sikasso. Récemment rénové par les autorités maliennes, le stade de Baba Traoré de Sikasso et le stade de Mamadou Konaté sont désormais aptes à accueillir des rencontres internationales. Après le stade du Festimas de Yirimadio, c'est deux stades qui viennent renforcer ainsi les infrastructures sportives des normes internationales de notre pays. Voilà, on rappelle les résultats de la première journée des playoffs du championnat national de basketball. En homme, le Stade Malien de Bamako s'est imposé devant l'AS Police après prolongation 84-82. Et puis en dame, le Djoliba Athletic Club est venu à bout du Stade Malien de Bamako 69-67. Chronique du développement. La problématique de l'industrialisation de l'Afrique en général et dans les pays de la Confédération des États du Sahel en particulier, c'est le sujet de la chronique du développement du jour. Si les trois pays de l'AES sont potentiellement riches en ressources minérales et minières, force est de reconnaître qu'il y a encore des efforts à faire en matière d'industrialisation. Quelles solutions faut-il préconiser à l'aune de l'intégration économique dans l'espace AES pour amorcer véritablement un processus d'industrialisation? La chronique du développement nous en donne quelques éléments de réponse. C'est signé Soumaïla Berté et Marc Dambélé. L'industrialisation en Afrique, que de défis à relever. Si quelques rares pays du continent ont pu améliorer leur niveau d'industrialisation, l'écrasante majorité se cherche encore un chemin. Disposant d'un potentiel économique important, les pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel ne font pas exception à cette règle. Ces trois pays, conformément à la volonté de leurs dirigeants, ont décidé d'engager une plus grande intégration économique. L'économiste Modibo Maoumakalou nous dresse l'état des lieux. Depuis les indépendances, l'industrialisation est un défi majeur pour nos pays, malheureusement que nous n'avons toujours pas surmonté. Cette confédération a décidé d'aller vers une plus grande intégration économique et monétaire. Mais si nous campons le décor, que nous faisons le constat de ces économies actuellement, ce sont des économies qui dépendent à plus de 60% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de nos trois pays dépendent essentiellement de ce qu'ils vendent à l'extérieur comme biens et services et de ce qu'ils achètent à l'extérieur comme biens et services. Et malheureusement, comme tous les pays africains depuis l'indépendance, à l'exception peut-être de l'Afrique du Sud, la balance commerciale est négative. Cela veut dire que nous achetons plus à l'extérieur que nous ne vendons à l'extérieur. Et cela fait que c'est nous qui enrichissons les autres parce que quand vous exportez, vous vous enrichissez. Mais quand vous importez, évidemment, vous vous enrichissez quelqu'un d'autre en lui envoyant vos ressources. Pour inverser cette tendance, notre expert préconise des mesures conjoncturelles et structurelles afin de réduire les coûts des facteurs de production. Cela passe par une amélioration de la compétitivité et de la productivité des économies des trois pays, précise-t-il. Si vous prenez nos trois pays de l'AES, dépendent de 2-3 ressources d'exportation qui sont vendues à l'extérieur brut, non transformées. Le Niger maintenant est exportateur de pétrole depuis cette année, janvier 2024, a commencé à raffiner son pétrole. Ça va dans la bonne direction. L'uranium qui est son principal produit d'exportation n'est pas raffiné. Au Mali et au Burkina, l'or est notre première recette d'exportation, mais ce n'est pas raffiné. Et le coton qui est vraiment un secteur névralgique au Burkina et au Mali, parce que non seulement c'est le deuxième secteur d'exportation, mais c'est aussi ce secteur qui permet de faire les céréales sèches et l'élevage, mais très peu de transformation dans ce secteur aussi. L'idée maintenant, c'est d'aller vers une plus grande transformation structurelle, parce que nos économies sont structurées de telle sorte que vous avez 40% du PIB qui dépend du secteur agro-silvo-pastoral, qu'on appelle le secteur primaire. Vous avez 20% de nos PIB qui dépendent du secteur industriel, qu'on appelle le secteur secondaire. Et vous avez encore 40% du PIB qui dépendent du secteur tertiaire, c'est-à-dire le secteur des services. Maintenant, l'idée, c'est d'aller vers les secteurs à moindre valeur ajoutée pour aller vers les secteurs à plus haute valeur ajoutée. Et pour cela, il faut que nos pays aillent vers l'agro-industrie. Et c'est cela qui va augmenter les revenus des populations. Malgré les défis du moment, les perspectives sont bonnes pour amorcer une industrialisation plus poussée dans les pays de la Confédération de l'AES, car c'est dans ces trois pays qu'on retrouve les plus grands producteurs de céréales, d'uranium et du métal jaune en Afrique.
Modibo Makalou. Je suis très optimiste. Vous voyez, le Niger a du pétrole depuis cette année. Le Niger est deuxième producteur africain d'uranium, 7e mondial. Le Niger fournit cette source d'énergie à 40% de l'Union européenne. Pendant ce temps, le Niger même a un taux d'accès à l'électricité très faible. Mais moi, je pense qu'il faut aller vers les énergies renouvelables. Et nous avons des ressources par rapport à cela. Et le Mali sera producteur de lithium fin de cette année, Inch'Allah. Donc, avec tout cela, il va falloir que nous préparions nos populations, nos jeunes, notre jeunesse, à ces métiers d'aujourd'hui et de demain. Parce que la 4e révolution industrielle est en cours, la révolution numérique, mais l'Afrique doit d'abord se positionner pour la première révolution industrielle, qui est la révolution agricole. Les 3 pays sont des grands producteurs céréaliers, sont des grands pays d'élevage, mais ne sont pas industrialisés et continuent à importer encore de la nourriture au Mali. Notre 4e poste d'importation, ce sont les denrées alimentaires pour plus de 400 milliards par an. Donc l'idée, c'est de se donner la main. Les infrastructures, par exemple, si le Mali et le Burkina se donnaient la main pour acheter les intrants ensemble, mettre en place des usines d'égrainage et des usines de transformation aussi, il faut que l'État aussi, à travers un dialogue élargi public-privé, prenne en main les besoins du secteur privé et travailler avec le secteur privé. Nul doute qu'avec une population de plus de 70 millions d'habitants et une superficie d'un peu plus de 2 800 000 km², les pays de l'AES constituent un vaste marché. Une intégration économique dans cet espace ne peut qu'être tout bénéfice pour les populations. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Mise en onde Alou Koulibaly. Présentation Kodji Sibi. Merci au rédacteur en chef Bourama Traoré qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.